toujours justement voulu conserver une atmosphère de rêve ou transformer la réalité. Vous avez été hospitalisé assez récemment et c'est quand même une réalité assez dure à affronter. Comment avez-vous passé à travers cette Oui, on m'a expérience? taquiné à ce moment-là. Non, sans malice, on m'a dit, voilà, maintenant ça, c'est une expérience qu'Anaïs ne peut pas transformer, ni arranger, ni embellir, ni rien faire, parce que c'est la vie tout à fait crue, et c'est l'hôpital, l'opération. Alors j'arrive là, et d'abord je porte un bournous rouge, en laine rouge, du Maroc, pour, égayer l'hôpital, enfin. Et j'allais toujours prendre mes X-rays dans ce bournos rouge, ce qui rendait tout le monde très content. Ensuite, justement, dans mon étage, on a opéré le roi des gitans. Et quand le roi est opéré, tous les gitans de l'Amérique viennent, il y en avait 600. Ils ont mis leur tente là dans un endroit où on parque les autos. Et ils ont rempli l'hôpital et on ne pouvait rien faire contre eux. On ne pouvait pas les chasser. Ils étaient dans les couloirs, ils dormaient à côté de la porte. Ils doivent rester là tant qu'on soigne le roi. Alors je dis ça, c'est typique des choses qui m'arrivent. Même cet épisode qui n'était vraiment pas très agréable est devenu très agréable, très intéressant. J'ai appris toute l'histoire des gitans, que je ne connaissais pas d'ailleurs en Amérique, on ne les voit jamais. Cette fois, c'est le rêve qui venait à vous. Oui, Le rêve est très important et dans vos oui, romans et dans votre journal. oui. Mais alors là, c'est le rêve employé comme un élément actif, enfin dynamique. Quand j'avais un rêve, c'était parce que je voulais absolument que ce rêve se réalise, comme le rêve du bateau, vous savez, que j'ai vu ce bateau, et j'ai rêvé que je voulais habiter un bateau. Et alors après, j'ai vu l'annonce, je l'ai loué, puis j'ai écrit un roman, j'ai vécu d'abord, j'ai écrit un roman, j'ai écrit un conte, et de ce rêve-là est sortie toute une période, enfin, de bateau-mouche. Oui, il y a des risques, et j'ai bien compris ces risques, et je crois que c'est pour ça que je tenais le journal, parce que le journal, je sentais, c'était ma vie humaine, et je ne la quittais jamais, et j'étais toujours très intime avec ce qui se passait, famille, amis, ce que j'appelais enfin ma réalité humaine. Alors donc je pouvais me permettre ces envolées dans le roman, parce que je craignais un peu cette vie d'imagination qui entraînait certains artistes à s'éloigner de la vie humaine. Je voulais garder les deux. Et quelle distinction faites-vous entre le réel et la réalité? Là, je suis plutôt comme les surréalistes, je dis que l'irréalité, quelquefois, c'est un rêve ou une fantaisie de quelque chose que nous voulons. C'est une révélation de notre vie inconsciente. Donc ça joue un rôle, ce n'est pas simplement de la fantaisie, c'est parce que nous imaginons d'abord quelque chose que nous voulons approcher ou quelque chose que nous voulons explorer ou trouver. Alors moi j'ai pris le côté constructif du rêve, je dis le rêve c'était la clé de notre inconscient, notre vie inconsciente était très importante à réaliser aussi. Maintenant, le départ de la réalité, perdre contact avec la réalité, c'est autre chose. Mais obliger la réalité à se conformer à ce que vous rêvez, ça c'est ce que fait l'esprit créateur, je crois. Vous avez fréquenté les surréalistes André Breton, Tony Artaud, Max Ernst. Est-ce que vous faisiez vraiment partie du groupe des surréalistes? Non, je dois avouer que j'ai toujours eu une crainte d'épouser un dogme. Et je savais que Breton était très strict dans ce qui était surréaliste, ce n'était pas surréaliste. Alors je n'étais pas tellement attirée vers lui et le dogme du surréalisme, comme par exemple Artaud qui s'est rebellé contre. Et j'ai toujours pris le parti du rebelle. Alors quand j'ai connu Artaud, c'était vraiment une chose contre le surréalisme, mais je sais que ça m'a influencé dans le sens positif. Mais aussi la même chose par exemple avec Rank, c'était le rebelle dans la psychanalyse, c'était contre Freud. Mais là, c'était le rebelle contre le puritanisme. Alors il me semble que je m'associais toujours à ceux qui n'avaient pas de dogme, qui étaient rebelles. Vous avez quand même conservé un esprit surréaliste? Oui, je crois que oui. Je crois que ça m'a influencé. Je crois qu'on peut être influencé sans être dogmatique, enfin sans être 100% surréaliste. Je l'ai employé très souvent dans mon œuvre, chaque fois que j'entrais dans la région du rêve, par exemple, ou la surréalité, ce qui est au-dessus de la réalité. Et leur principe, leur inspiration était très grande. Seulement, je ne voulais pas
être surréaliste, vraiment dogmatique. Les symboles, justement, sont très importants dans votre œuvre. Le cristal, les miroirs, le feu, les situations et même les vêtements sont symboliques. Oui, je disais qu'on ne devait pas décrire rien vraiment qui n'avait pas à faire avec le drame, enfin, de ce qui se passait. Et ne pas décrire l'extérieur simplement pour l'extérieur. Et je me moquais un peu de cette histoire des portes qu'on ouvre, qu'on ferme, les fenêtres ou le verre de whisky. Tout ça, je trouvais ça du remplissage, comme dans le cinéma d'ailleurs. Vous avez écrit Le grand art est né des grandes terreurs, de la grande solitude, des grandes inhibitions. Quelles ont été pour vous ces terreurs, ces inhibitions? Oh, il y en avait plusieurs. D'abord, le départ du père m'a donné une espèce de crainte du monde et des coups, d'avoir de nouveau. Je disais, je ne vais plus jamais aimer parce qu'on perd ce qu'on aime, cette attitude qu'on prend toujours quand ces choses passent. Et alors, après, il y avait une timidité énorme envers le monde qui avait été créée par... mon père était super critique, perfectionniste. Alors, il donnait à l'enfant un sens que il n'était jamais assez beau, ni assez bien, ni on parlait assez bien, ni enfin, qu'on était insuffisant. Et qu'on ne lui faisait pas plaisir, qu'il n'était jamais content, satisfait. Il ne donnait jamais des compliments. Et ça m'a beaucoup marqué. Alors, je ne croyais pas beaucoup en moi-même. Tous ces éléments, j'ai dû finalement vraiment travailler pour les conquérir. Et je suis arrivée, mais pas seule, certainement pas seule, par la psychanalyse, très peu, très doucement, très graduellement, très organiquement, à me guérir de ces choses, de ce manque de confiance, de ce manque de foi en moi-même. Et j'avais beaucoup de foi et beaucoup de confiance dans les autres. Mais est-ce que justement, en libérant l'artiste, la psychanalyse ne risque pas de tuer l'esprit créateur en lui? Non, non, je sais qu'on a toujours cru ça. Il y a beaucoup d'artistes qui ont cru qu'ils créaient à cause de la névrose. Et finalement, je me suis rendu compte que non, on crée malgré la névrose. Mais si vous vous débarrassez de la névrose, alors la création est inépuisable. Comme par exemple, maintenant, je sens que j'aurai jamais assez de temps pour écrire tout ce que je veux écrire. Et ça, c'est une libération que la psychanalyse donne, parce qu'elle fait la fusion de l'inconscient avec le conscient. Et alors, une fois que ces deux choses marchent en harmonie, vous n'avez plus de conflit. Alors, votre énergie ne se dépense pas dans l'ambivalence, les conflits, le dualisme de notre vie. Alors, toute l'énergie passe dans le travail et c'est là où je crois que les artistes qui disaient non, il ne faut pas se guérir parce que c'est de là que vient l'œuvre d'art, je ne crois plus à ça. Vous avez été psychanalysé par les docteurs Anandi, Otto Rank et Martha Jaeger. Est-ce que vous croyez que pour une femme, il est préférable d'être psychanalysée par une femme? Oui, à la fin, je crois que c'était vrai, qu'il y a un point de vue, il y a une expérience que la femme comprend. Et maintenant, nous avons des femmes. La femme que j'ai le plus lue, vous savez, Harding, on vient de la republier. Ils ont un autre point de vue dans la psychanalyse. De même que Lou Andrea Salomé tenait tête à Freud et disait non, il y a une psychologie quand même qui appartient à la femme. Vos connaissances de la psychanalyse ont joué un rôle important dans votre œuvre. On vous a même reproché presque d'avoir fait des récits de cas. Oui, ça c'était une critique que je ne suis pas du tout d'accord, mais j'ai fait une base, c'est ce que Lou Andrea Salomé a dit, n'est-ce pas, c'est que la philosophie ne suffisait plus, que c'était la psychologie qui allait nous aider à vivre et à comprendre la vie. Alors c'est la base de mon œuvre, parce que ça m'a servi non seulement à me développer moi-même, et gagner de la confiance et de la force, du courage, mais à comprendre les autres. Donc pour l'écrivain, ça devrait presque être une religion. Vous parliez tout à l'heure d'un cahier que votre mère vous a offert. Vous ne parlez pas beaucoup de votre mère dans le journal. Oui, c'est très vrai. Il y a une certaine réserve là, parce que il y avait un conflit entre l'idéal de ma mère, que la femme était née pour être mariée, pour avoir des enfants, et que toutes ces histoires qu'elle appelait de petites filles littéraires, elle n'aimait pas beaucoup. Et elle me disait toujours que j'allais gâcher mes yeux, que personne n'allait m'aimer. Et alors, je ne voulais pas raconter ce conflit avec ma mère, vraiment.
Et après, plus tard, naturellement, dans la maturité, j'ai beaucoup apprécié ces qualités maternelles. Mais sur le plan de la femme créatrice, elle croyait que ça, c'était une chose tout à fait contraire à la femme. Donc c'était une chose pénible pour moi, que je n'ai pas beaucoup abordée dans le journal. Vous avez écrit, Anaïs Nin, tout hormis la liberté complète est mort. Qu'est-ce que vous entendez par liberté? C'est très difficile à définir en ce moment, surtout aujourd'hui que la femme se préoccupe énormément de se libérer. Mais j'ai découvert que toute la libération de la femme n'est pas due toujours à des causes externes, comme des changements de loi. Il faut travailler à ça aussi, mais, ou alors des injustices dans les professions. Mais il y a aussi une libération interne que la femme peut achever, et même dans un cadre restreint, comme sa vie peut être enfin restreinte. Et ça, j'ai appris en lisant la vie de Lou Andrea Salomé, qui était la maîtresse de Rilke, qui à une époque où les femmes, on ne les permettait même pas d'étudier la philosophie. Elle a étudié non seulement la philosophie, mais tout ce qu'on peut apprendre. Et alors, à l'âge de 50 ans, elle est devenue la première femme psychanalyste et amie de Freud. Et lui, il l'a respecté tellement qu'il lui montrait son travail, discutait tout avec elle. On a publié sa correspondance avec Freud. Alors, ça m'a donné l'impression qu'il y a des femmes qui peuvent se libérer. Ça ne fait rien, les circonstances externes qui étaient toutes contre elle, contre sa vie, contre sa liberté, sa façon de vivre, sa façon d'avoir des rapports avec les autres. Et je crois que j'ai donné de l'importance à ça parce que les femmes aujourd'hui donnent beaucoup d'importance à que la société leur donne la liberté, que les lois changent. Et je crois qu'il y a un travail double à faire. Toute votre œuvre est centrée sur la femme. Est-ce que vous vous considérez comme une féministe? Inconsciente peut-être, oui. Il me semblait toujours que j'avais observé depuis enfant, j'ai observé que ma mère avait voulu être chanteuse et que peu à peu elle avait tout sacrifié au mari et aux enfants. Et je voyais ça autour de moi tout le temps, la femme de Durel, les femmes de Miller. Toujours la femme finissait par abandonner la chose qu'elle voulait faire pour être assistante et aider l'homme. Et moi-même, j'avais l'impression que c'était ça le rôle de la femme. Quand j'avais 20 ans, je croyais que c'était exactement la femme avait été créée pour ça. Qu'est-ce que vous pensez du mouvement de libération de la femme? C'est une bonne chose. Il y a beaucoup d'injustices qui doivent être rétablies. Il y a beaucoup de manque de balance, enfin d'égalité dans les professions surtout. Et aussi, je crois, la femme elle-même doit se découvrir. Et dans la littérature, nous avons eu des femmes qui ont écrit très bien. Vous savez, le premier journal a été fait par une japonaise l'année 900, vous saviez ça? Non. Et elles ont toujours écrit bien, c'était une chose qu'on peut faire à la maison, qui ne dérange personne. Mais elles écrivaient quelquefois en imitant l'homme, surtout la femme dans la littérature américaine. Et ça me déplaisait, je sentais que vraiment elle n'avait pas été honnête, enfin elle n'avait pas suivi son propre chemin. Vous ne vous êtes quand même jamais engagée dans aucun mouvement? Non, aucun. Maintenant, avec les femmes, oui, j'appartiens à plusieurs groupes qui font des recherches sur l'histoire de la femme, qui étudient la littérature des femmes. Dans les collèges, vous savez, ils ont commencé beaucoup de nouveaux cours. J'ai signé pour la première fois des choses pour la loi pour abortion, je ne sais pas comment on dit ça, l'avortement libre, pour que la femme soit libre de choisir. Alors j'ai été plus engagée qu'avant. L'amour tient une place importante dans votre œuvre. Vous avez écrit l'amour d'un seul homme ou d'une seule femme est une limitation. Qu'est-ce que vous pensez du mariage? En principe, je crois que nous allons devoir changer notre conception du mariage et que l'idée d'aimer une seule personne toute la vie est presque impossible. Et je crois que nous avons basé le mariage sur cette idée-là. Alors on va devoir changer peut-être, faire un autre genre de mariage, si vous voulez. Je crois que certainement il y a des êtres qui peuvent vivre ensemble très longtemps, se développer dans le même sens, rester très unis, c'est possible, mais c'est assez rare. Et que la nature a peut-être fait des fois que nous développons dans un autre sens. Et alors, il n'y a plus d'une unité dans le couple.
Justement, vous croyez au couple hétérosexuel et homosexuel. Pourquoi le couple plutôt que l'individu ou la collectivité? Oui, ça c'est parce que j'ai plus confiance dans un monde qui est basé sur un amour personnel, que je crois que la collectivité, quelquefois, penser dans un groupe, se développer avec un groupe et agir à travers le groupe seulement, affaiblit notre individualité, nous affaiblit vers la vie. Par exemple, les femmes qui se sont réunies dernièrement pour se libérer, elles se sentent très fortes quand elles sont ensemble, mais ce n'est pas une force qui les permet d'agir alors isolément si elles doivent. Vous ne croyez pas que justement de sentir une solidarité peut apporter justement cette force-là? Pas tout seul, pas toute seule. Je crois qu'il faut faire les deux travails, les deux voyages. Il faut avoir son individualité et apporter déjà au groupe pas seulement nos faiblesses et nos conflits et nos ambivalences. Et puis le groupe aussi vous donne une fausse idée de force. Et j'ai connu le cas d'une femme qui se sentait tellement forte que, après avoir été très souvent avec un groupe de femmes, a voulu terminer son mariage. Et alors aussitôt qu'elle l'a fait, elle est tombée en miettes. Enfin, elle n'avait pas le courage et la force de faire ça. C'était simplement une espèce d'euphorie. Alors je doute beaucoup de la force que nous gagnons du groupe, si elle n'est pas aussi intérieure. On a tendance à opposer amour et érotisme. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je ne les ai jamais séparés. J'ai souvent dit que la pornographie, c'est écrire sur les questions sexuelles sans amour. Mais quand on unit l'amour et l'érotisme, alors ça fait vraiment des choses que j'ai seulement lues dans la littérature française, où l'érotisme devient une chose vraiment poétique et très belle. Et c'est ça que j'avais essayé de faire à un moment donné. Mais ça, c'est quand tout est uni, enfin l'amour et l'érotisme. Et aussi la façon de le raconter, la façon d'écrire sur l'amour, je crois. Mais les femmes, vous savez, se soucient beaucoup maintenant de ça, parce qu'elles disent que les femmes n'ont jamais écrit des contes érotiques. Et elles se demandent pourquoi. Et elles se demandent si c'est pas parce que les femmes ne trouvent pas, par exemple, ce que Miller écrit érotique. C'est pornographique, mais elles ne trouvent pas ça du tout sensuel. Et alors elles disent que peut-être nous n'avons pas fait un genre d'écrit qui ferait plaisir à la femme. Et je crois que c'est parce que la femme réunit les deux. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec Non. le principe de la Non, censure? j'aimais beaucoup la vie en France où on pouvait tout lire. À l'époque, enfin, où j'étais là, on pouvait lire tout ce qu'on voulait. On voyait tout ce qu'on voulait au cinéma. Et je crois que c'est beaucoup plus sain que de défendre des choses, parce qu'alors, quand on est adolescent, on veut voir exactement les choses qu'on vous défend. Comme par exemple, on m'avait défendu de lire Zola et de lire Balzac. Il fallait absolument que je lise Zola et Balzac quand j'avais 15 ans, simplement parce que c'était défendu. La censure, je crois, joue ce rôle. Plus on fait de la censure, plus les personnes s'intéressent à lire justement ce qui est défendu. L'usage de la drogue est un problème majeur. Vous-même, vous avez expérimenté le LSD. Comment voyez-vous ce problème? Oui, moi je crois toujours qu'il faut essayer tout une fois. J'étais très curieuse de voir si la drogue vraiment ouvrait l'imagination et la vision à un monde que nous n'avons pas accès autrement. Alors pour moi, ça a été une expérience un peu différente des autres. Et alors, je l'ai fait, ça a duré peut-être 8 ou 10 heures. C'était du temps où Huxley nous avait tellement influencés. Et alors, on voulait faire une expérience avec un musicien, un scientiste et un écrivain, en pensant que je pourrais dire un peu mieux ce qui me passait. Alors, ce qui était très intéressant, c'est que quand j'ai fini l'expérience, j'ai découvert que toutes ces images, toutes ces visions, tous ces états comme ça extatiques que la drogue donne, étaient déjà dans mes livres. Je les avais déjà vus et sentis. Vous avez donné des séminaires à l'Université de Californie à Los Angeles. Quels étaient les sujets de ces séminaires? Il y en avait deux. Il y avait le sujet toujours de la femme écrivain, la femme qui veut se libérer. Alors je parle beaucoup sur ce sujet parce que dans le mouvement même de libération de la femme, il y a deux courants.
Au commencement, je n'ai vu que le premier courant militant, anarchiste, radical, enfin, qui ne m'intéressait pas. Et alors, après, j'ai vu qu'il y avait vraiment un second courant, de la femme qui voulait travailler à sa libération d'une façon plus subtile, pas nécessairement avec des démonstrations, pas nécessairement avec faire la guerre contre l'homme. Et alors, à ce moment-là, je me suis joint à leur activité. Alors, il y a des séminaires purement pour les femmes sur la question de la femme. Ils m'invitent toujours quand ils commencent un nouveau cours dans les collèges. Et puis, alors, il y a des séminaires sur les rêves. Enfin, je suis un spécialiste sur le rêve. Est-ce que les hommes assistent à vos conférences? Oui, oui. Oui, c'est pour ça que je ne suis pas toujours d'accord avec les femmes qui vont d'un grand extrême, parce qu'elles m'invitent à venir parler de la femme écrivain. Mais il y a des étudiants qui sont en grande sympathie avec ce mouvement. Et eux, ils voulaient assister au séminaire et elles ne l'ont pas laissé. Parce qu'elles disent que la femme devant l'homme est timide, ne s'exprime pas complètement, ne dit pas ce qu'elle pense, et que la présence des étudiants hommes changerait l'atmosphère. Est-ce que vous ne croyez pas que ça pourrait être une phase à passer, mais qu'elle est nécessaire? Peut-être aussi nécessaire comme l'homme, c'est peut-être aussi mis en bande, il avait ses bars, il avait ses clubs, il avait toutes sortes d'endroits où il se réunissait avec d'autres hommes pour trouver des forces, je pense, pour la vie. Et je pense que l'homme a fait ça pendant longtemps. Un monde à lui, entre hommes, pour se donner du courage. Et je pense que c'est une phase aussi que la femme va peut-être traverser. Il y a eu une femme extraordinaire, qui s'appelle Judy Chicago, qui a décidé de prendre 15 jeunes femmes artistes, de les isoler du collège, de les faire préparer toute une maison qui avait 15 pièces. Chacune d'elles a pris une pièce et a fait une chambre selon sa fantaisie. Mais elle dit que pour réussir ce happening qui a fait qui a causé beaucoup d'intérêt dans l'Amérique, elle a dû les isoler parce qu'elle ne croyait pas qu'elle pouvait le faire seule. Peindre et refaire la maison, faire la pièce, faire les meubles, tout. Ils ont tout fait. Virginia Woolf pose 3 conditions pour qu'une femme puisse être écrivain. C'est d'abord une chambre à soi, un revenu minimum assuré et du temps. Est-ce que vous partagez cette opinion? Oui, mais je crois que c'est la même chose avec l'homme écrivain. C'est pour ça que dans le journal, j'ai donné l'histoire du besoin de protection de Miller, parce qu'une œuvre prend très longtemps à être achevée. Seulement, j'ai toujours eu une grande compassion pour les femmes qui doivent travailler, parce que je ne comprends pas comment on peut travailler et écrire. C'est un travail de toute une vie. Il faut toute la journée pour écrire. Ce n'est pas une chose qu'on peut faire, par exemple, 2 heures le soir. Parce qu'il y a des préparatifs, il y a de la lecture, il y a même la vie. Alors, elle a raison, seulement c'est difficile de trouver toutes ces conditions, je crois, quelquefois. Je sais qu'il y a des femmes artistes à Los Angeles qui ont fait une statistique. Ils ont découvert qu'aucune des femmes peintres avait un studio à elle. Elle travaillait dans la cuisine, dans la chambre de débarras, enfin. Alors, c'est vrai ce qu'elle dit, c'est absolument vrai. Je pense que moi, j'aurais jamais pu faire tout le travail que j'ai fait si je n'avais pas été protégée par le mariage d'abord. Parce que je n'ai commencé à gagner ma vie que quand le journal a paru. Écrivez-vous toujours votre journal? Oh, beaucoup moins. Beaucoup moins cette année, parce que j'ai voulu répondre à toutes les lettres et parce qu'on m'envoie des journaux aussi. D'autres personnes m'envoient leur journal. Les lettres sont très souvent des confessions, comme à une amie. Alors je pense que le 6e volume va peut-être être ce que j'appelle un journal double, c'est-à-dire de correspondance, le journal des autres. J'avais une fois commencé un journal des autres. Et peut-être c'est ça ce que l'écrivain recherche justement, c'est ce sens de communion et d'unité avec le monde. Viveca Lindfors joue une pièce actuellement qui s'intitule I Am a Woman, dans laquelle se trouvent des extraits de vos propres écrits. C'est vous qui les avez suggérés? Non, elle a choisi elle-même, elle a tous les thèmes possibles que vous pouvez imaginer. Alors elle a choisi 2 choses. Une, pour commencer, où je montre que la femme peut être fragmentée par la culture. Et c'est le chiffonnier qui lui montre qu'elle n'est pas toute entière, enfin, qu'elle est faite de petits morceaux différents, qui ne s'entendent pas. Et alors le dernier morceau, c'est sur Fès, parce que c'est le symbole de la femme voilée.
Qui était très qui était- important pour vous. Oui, oui. Parce que je crois vraiment que la femme a été non pas voilée comme les Marocains ont voilé leurs femmes, mais d'une façon psychique et ne pas vouloir se dévoiler. Elle avait peur des conséquences, je crois, de ses révoltes ou de sa véritable être, enfin sa véritable personnalité. Parce on nous avait tellement dit que nous devions être l'aide, la muse, l'amie, la confidente, la maîtresse, la femme, la mère, et ça ne laissait pas de place vraiment à la femme qui voulait travailler. Quel est le secret de votre jeunesse? Ah, c'est parce que je n'y pense pas beaucoup, je crois. C'est une autre chose que j'avais été surprise par Simone de Beauvoir. Je ne pense pas à la question d'âge et alors, je pense que je l'oublie. Et si j'étais sur une île déserte, par exemple, je dis toujours que je n'aurais aucune idée de mon âge. Je n'y pense pas. Et le secret aussi, je crois, c'est simplement de rester vivant. Non? Je sens les choses aussi fortement maintenant qu'avant. Enfin, un beau jour de printemps ou une visite ou une amie. Toutes les émotions sont aussi vives. Je ne sais pas, c'est peut-être de la chance.